Bonsoir à tous, bonsoir chers parents. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire Parcoursup, les clés de la démarche que nous avons souhaité renouveler cette année afin de vous aider à préparer l'entrée de vos enfants dans l'enseignement supérieur le plus sereinement possible. Vous êtes encore nombreux à avoir répondu ce soir et nous vous en remercions chaleureusement. Au nom du Bureau national de l'appel que j'ai le plaisir de représenter, en ma qualité de responsable élu du service ICF, soyez donc les bienvenus. Nous adressons également nos sincères remerciements à M. Jérôme Teilhard, qui interviendra ce soir. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas qu'il est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, et nous le surnommons M. Parcoursup. Il nous renouvelle sa confiance en s'engageant cette année à nos côtés afin de vous permettre de mieux comprendre la démarche Parcoursup et de vous approprier cette plateforme. Ce webinaire est proposé dans le cadre des actions développées par le service information et conseil aux familles de l'appel. Quelques mots rapides pour vous présenter ce service ICF. C'est un service gratuit de l'appel à destination de toutes les familles de l'enseignement catholique. Les salariés et les élus investis au sein de ces services sont donc à vos côtés. Il a pour mission d'accompagner les familles en matière d'orientation et de sensibiliser tous les parents à l'accueil des jeunes en favorisant la prise en charge des besoins éducatifs particuliers pour les élèves dans le cadre d'une école inclusive. Ces services sont disponibles à toutes les strates du mouvement, au niveau académique, au niveau départemental et bien sûr au sein des établissements avec les correspondants ICF. Ils organisent également des actions de sensibilisation sur les réflexions éducatives, comme par exemple l'accompagnement de l'adolescent dans ses devoirs, les addictions, l'usage des réseaux sociaux, les écrans. Mais avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous ce soir Gilles Demarquet, président national de l'appel. Gilles, c'est à toi. Merci Catherine, chers parents, bonsoir à vous. Ce webinaire, comme l'a dit Catherine, c'est le premier d'une série de 3 et rentre complètement dans cette logique d'accompagnement des parents pour vous aider à remplir votre mission de premiers éducateurs de vos enfants. Et je remercie Catherine et le service information et conseil aux familles de l'avoir organisé. Il complète évidemment aussi tout ce qui peut se faire dans l'établissement de vos enfants. Merci à M. Teilhard pour sa présence parmi nous aujourd'hui. La collaboration entre les équipes du ministère de l'Enseignement supérieur et celle de l'appel pour mieux informer tous les parents est importante. Alors c'est bientôt, vous le savez, la saison des vœux. Alors permettez-moi d'en formuler quelques-uns pour nos jeunes de terminale. D'abord, que la crise sanitaire les laisse tranquilles et leur permette d'avoir un bac qui suive les calendriers annoncés avec des notes de spécialité figurant dans Parcoursup par opposition à l'an dernier. Il est important que ces notes y soient pour refléter les efforts faits et évalués par une épreuve commune nationale. Ensuite, qu'ils prennent bien le temps d'appréhender Parcoursup et que ces choix de vœux soient l'occasion d'un dialogue en famille le plus fructueux possible. Je dis bien fructueux car je suis convaincu que parfois, vous savez, on parle un petit peu de stress, etc. Et je crois que le stress que certains éprouvent avec Parcoursup peut venir aussi du manque de dialogue et du manque de compréhension de la plateforme et on est là pour justement vous expliquer, vous accompagner. Vous le savez, nous attachons à l'appel une grande importance à l'orientation pour que l'orientation des jeunes soit une orientation choisie et non une orientation subie. Loin de nos représentations, loin de nos projections de parents et d'idées préconçues que nous pourrions avoir éventuellement pour nos enfants. En ce moment, vous le savez, et je pense que vous en faites, ont lieu beaucoup de salons, occasion de découvrir des formations qui nous sont inconnues. Il nous faut profiter de ce temps pour dialoguer avec nos jeunes et trouver des moments pour écouter leurs envies et leurs aspirations. Il s'agit de leur parcours de réussite et notre posture de parents doit être une posture d'accompagnant pour les aider à faire des choix éclairés qui leur permettront d'avancer vers les études supérieures. Il est clair que parfois, ces choix peuvent nous étonner et nous déconcerter, mais il s'agit plus de leur avenir que du nôtre. Merci encore à vous, M. Teilhard, pour votre présence, mais merci aussi à tous les nombreux parents qui sont connectés. Et j'en profite, vous savez, il y a quelques jours, le 5 décembre, c'était la Journée internationale des bénévoles. J'en profite pour remercier tous les parents qui sont actifs au sein des écoles en tant que bénévoles et au sein de l'appel. Alors, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je redonne le micro à Catherine Romuald.
Merci infiniment, Gilles, pour ces quelques mots. Ce soir, donc, à travers ce webinaire, nous proposons donc à tous les parents connectés, au moment crucial de cette fin du secondaire et l'entrée dans le parcours des études supérieures, un temps d'information générale sur Parcoursup avec ses moments clés, ses incontournables pour les jeunes et les familles, y compris ceux qui présentent une situation de handicap. Comme pour chaque webinaire qui est proposé par les services information conseil aux familles, je rappelle que vous avez un chat dans lequel vous pouvez donc poser vos questions. On essaiera de répondre au maximum. Hélène Lobinia, qui est connectée, se fera donc le relais auprès de M. Teilhard. Le replay de la soirée sera disponible. Un lien sera communiqué, bien sûr, dans le chat. Et enfin, je vous souhaite donc un bon webinaire, une bonne soirée, et je passe donc la parole à M. Teilhard. C'est à vous, M. Teilhard. Bonsoir, Monsieur Demarquet, Madame Brumal, bonsoir à toute l'équipe de l'appel et bonsoir à tous les parents qui sont présents. Un petit mot avant qu'on attaque vraiment le sujet pour remercier cette collaboration que nous avons avec l'appel, à la fois qu'on puisse vous faire passer l'ensemble des messages, que l'on puisse répondre à vos questions et qu'on puisse arriver à finalement enlever un petit peu de stress qui est lié à cette phase de choix qui est importante évidemment dans la vie des lycéens, mais vous le savez bien, ils auront bien d'autres choix à effectuer ailleurs, et tout ça pour vous rappeler que l'enjeu, c'est bien leur réussite dans l'enseignement supérieur et que toutes les équipes Parcoursup avec moi-même, on est là pour vous accompagner, on est là pour les accompagner en lien avec évidemment les équipes des lycées qui sont dans l'accompagnement de proximité. Et nonobstant le fait que ça soit une plateforme numérique, je n'ai jamais eu d'autre mot que de souhaiter de l'humain, encore de l'humain et toujours de l'humain, parce que c'est bien ça qui doit guider ces choix importants pour leur orientation future. Alors, je vais essayer de dérouler un petit PowerPoint, évidemment, qui est disponible et qui vous sera transmis, j'imagine. Évidemment, des questions me seront posées. Je vais essayer d'intégrer dans mon propos des réponses déjà à des questions que vous avez fait remonter. Je vous en remercie. Donc voilà, je vous propose qu'on débute avec d'abord une présentation de quelques engagements de la plateforme et qui permettent déjà de faire le tour de certaines des questions que vous avez posées. Parcoursup, qu'est-ce que c'est? Finalement, Parcoursup, c'est une plateforme numérique qui a l'avantage de vous permettre de découvrir les formations du supérieur, y compris des formations en apprentissage. Toutes les formations qui sont présentes sur Parcoursup sont des formations qui sont reconnues par l'État, qui sont habilitées, qui sont autorisées. Il y a diverses modalités de cette autorisation, mais toutes ont une forme d'autorisation et de nombreuses ont une forme aussi de contrôle de l'État qui s'exerce à travers des éléments de contrôle qualité, notamment contrôle sur les diplômes. Plus de 21 000 formations ont été référencées durant l'année 2022, pour Parcoursup 2022. On en aura sans doute autant pour Parcoursup 2023. Et je vous dirais, par rapport à des questions que j'ai vues, oui, il existe encore des formations en dehors de Parcoursup. Ce sont notamment des formations dont le diplôme n'est pas reconnu par l'État en tant que tel. L'activité de formation n'est pas interdite, c'est une activité libre dans ce pays. Et donc, mais par contre, pour rentrer sur Parcoursup, il faut avoir une reconnaissance par l'État. C'est ça la différence. Nous aurons le souci dans Parcoursup sur ces formations-là d'y apporter des informations essentielles qui doivent vous guider aussi. Évidemment, est-ce que c'est un statut public ou privé? Est-ce que c'est une formation sélective ou non sélective? Quels sont les frais de scolarité? Voilà, on s'attache à vous apporter cette information-là. Donc, ça n'est pas exhaustif, il existe d'autres types de formations, mais avec 21 000, vous avez toutes les formations publiques, toutes les formations privées sous contrat qui sont portées dans les lycées, toutes les formations, y compris privées d'enseignement général, école de commerce, école d'ingénieurs. Voilà, je crois que vous avez largement de quoi faire un choix. Et puis, depuis 2-3 ans, nous augmentons la place prise par les formations dites en apprentissage. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'apprentissage, c'est une modalité d'alternance dans lequel on a à la fois des formations académiques dans un centre de formation d'apprentis et une formation pratique auprès d'un employeur. Ces formations-là, elles sont 7500 sur la plateforme et il y a de plus en plus un intérêt pour les jeunes pour ce type de formation. Le deuxième enjeu de Parcoursup, c'est la simplicité pour l'usager. L'usager qui est à la fois le lycéen et puis sa famille. Évidemment, c'est une aventure collective, Parcoursup.
Parcoursup simplifie vos démarches pour vous permettre de vous concentrer sur le projet. C'est bien ça l'enjeu. C'est que moi, je simplifie tout ce qui est technique pour que vous puissiez vous concentrer sur quel est le projet d'orientation que l'on veut construire, quelles sont les études dans lesquelles je vais m'investir. Et pour ceux qui, là, en tant que parents, avaient connu, sans doute comme moi, un accès à l'enseignement supérieur bien différent, Parcoursup offre un calendrier unique, un seul dossier à constituer, et ça, c'est un véritable progrès. Et puis, évidemment, un seul site à consulter, parce que l'enjeu que nous avons sur Parcoursup, c'est de vous identifier sur une fiche formation construite de la même manière pour toutes les formations, l'occasion d'avoir les informations essentielles. Et donc, elles sont présentées de manière homogène, et je crois que c'est une simplicité, parce qu'il suffit d'aller se balader sur 2-3 sites d'établissements pour s'apercevoir que l'information n'est jamais hiérarchisée de la même manière. Là, sur Parcoursup, elle le sera. Troisième élément important, c'est la liberté de choix. Parcoursup permettra à votre enfant, lycéen de terminale, de choisir les formations qui l'intéressent. Il n'y a pas d'obligation de classer des vœux, d'ailleurs ça n'est même pas prévu dans Parcoursup. C'est une liberté complète pour formuler des vœux, et la hiérarchisation en quelque sorte, c'est finalement le candidat qui la fera lui-même au regard des propositions qu'il va recevoir. Il devra choisir entre plusieurs propositions, sans doute, mais l'essentiel, c'est qu'au moment où on formule des vœux, on le fait librement, on le fait sans avoir à les classer, et on le fait en gardant, j'allais dire, le secret de ces informations. C'est-à-dire que les formations d'accueil, chaque formation n'a connaissance que du vœu qui la concerne. Elle n'a pas connaissance des autres vœux, donc il y a une totale liberté, et les formations n'ont pas le droit de faire pression sur vous, sur votre enfant, pour lui demander où est-ce que tu as fait un vœu, ou alors, plus tard dans la procédure, de faire pression pour dire si tu veux vraiment une place chez moi, il faudrait que tu renonces aux autres vœux que tu as formulés. Ça, c'est interdit sur la plateforme. Il y a une charte de bonne pratique, en quelque sorte, et on y ajoute. Dernier élément qui est en noir était particulièrement important, parce que les rumeurs, elles sont tout aussi importantes, les légendes urbaines, si on veut dire. Ça n'est jamais Parcoursup qui choisit l'affectation pour votre enfant. Ça n'est jamais Parcoursup qui va choisir son avenir à lui. C'est à lui qu'il appartient. Et c'est lui qui va formuler une candidature. Parcoursup va transmettre ses candidatures aux responsables de formation supérieure, et ce sont elles qui vont examiner les candidatures, qui vont nous remonter un classement, et Parcoursup va simplement transmettre l'information auprès des lycéens et s'assurer que les choix des uns font les décisions des autres. Donc ça, c'est vraiment, je crois, important, parce que ça permet aussi de déconstruire tout ce que vous entendez sur l'algorithme de Parcoursup, qui serait celui qui déciderait finalement de l'avenir ou non de votre enfant. Ça n'est pas vrai. Ce sont bien les formations qui examinent les candidatures et qui ensuite font des choix. Si on passe à la slide suivante, et ça rejoint directement le principe suivant que je voulais mettre en avant, c'est le principe de transparence, puisque nous avons sur Parcoursup finalement le mandat, alors je ne sais pas si on peut accéder à la diapo suivante, le mandat de vous porter, voilà, merci, de porter à votre connaissance quels sont les critères de choix. Et toutes les formations sur Parcoursup publient leurs critères d'analyse des candidatures. Et vous verrez que ce que l'on nous proposera à partir du 20 décembre, j'y reviendrai un peu plus tard, prochain, donc dans une dizaine de jours maintenant, c'est une nouvelle fiche formation dans laquelle la visibilité des critères, elle sera améliorée, parce que la connaissance des critères permet aussi à vos enfants de faire de meilleurs choix d'orientation. En tout cas, sur Parcoursup, 1, vous connaissez les critères en amont. 2, si vous n'êtes pas retenu dans une formation, vous avez le droit que vous garantit Parcoursup de demander pourquoi je n'ai pas été retenu. Et ça, c'est un droit qui vous est garanti et que vous pouvez mettre en œuvre à travers Parcoursup. Cinquième élément de nos engagements, c'est l'accompagnement personnalisé tout au long de la procédure. Dans la procédure Parcoursup, on n'est pas tout seul. On est à la fois accompagné dans son lycée, et l'accompagnement de proximité réalisé par les professeurs principaux, réalisé par l'ensemble des équipes de l'orientation, en académie, dans les CIO, est important. Mais vous êtes aussi accompagné via la plateforme pour élaborer le projet, pour formuler des vœux, pour choisir des formations. Et même si vous n'avez pas reçu de proposition d'admission, je sais que c'est une question qui souvent angoisse les parents, si on n'a pas de proposition, on peut être accompagné par le rectorat, par l'académie, en le demandant depuis son dossier. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir à travers des questions
qui me seront posées, mais je crois que c'est ça, c'est un accompagnement de bout en bout, finalement, pour mûrir son projet d'orientation, pour formuler des vœux, pour choisir la bonne formation, et y compris lorsque nous n'avons pas reçu de proposition d'admission. Parcoursup, c'est aussi une problématique de prise en compte finalement de situations individuelles et de ceux qui ont besoin d'avoir un accompagnement particulier. Ça peut être une problématique d'égalité-échange, je pense. Parcoursup donne de manière prioritaire des places pour les lycéens qui sont boursiers de l'enseignement secondaire. Propose des priorités d'affectation pour les lycéens professionnels dans les BTS. Une priorité pour les lycéens technologiques dans les IUT. Pourquoi? Parce que ce sont là où ils réussissent le mieux. Et donc, notre objectif, je le rappelle, sur Parcoursup, ce n'est pas de la procédure en elle-même, c'est la procédure pour permettre une réussite dans les études. Donc, voilà ces priorités. Parcoursup prend aussi en compte deux types de situations, sur lesquelles je voudrais revenir, parce que je sais que ça répond à des interrogations de votre part. D'abord, la question de la situation de handicap. La finalité de Parcoursup, c'est d'accueillir des étudiants et de permettre à des lycéens de formuler des vœux et d'avoir leur candidature examinée. Ça n'est pas de tenir compte de telle ou telle situation, je suis en handicap. Donc, il n'y a jamais d'obligation sur Parcoursup de déclarer son handicap. Par contre, on a la possibilité sur Parcoursup, lorsqu'on est en situation de handicap, d'avoir connaissance d'un référent handicap dans chaque formation, pour prendre contact en amont, pour se renseigner sur la formation. Il y a la possibilité dans Parcoursup de faire connaître la situation et les conséquences de sa situation de handicap. Par exemple, il y a une rubrique qui s'appelle éléments liés à ma scolarité, dans lequel un élève peut tout à fait indiquer que sa situation de handicap, par exemple, lui a pas permis d'avoir des notes au premier trimestre. On peut l'imaginer. Parcoursup permet aussi à l'élève qui a été accompagné et a eu un accompagnement dans le cadre de lycée de le faire savoir. Cette information-là, moi, je la conserverai pour moi. Elle ne sera pas rendue publique, ni elle ne sera pas communiquée aux formations au moment où elles examinent leur dossier. Par contre, au moment où le candidat acceptera une formation, eh bien, nous transmettrons cet élément-là vers sa formation d'accueil, en quelque sorte, pour faciliter la prise de contact et que pour que l'étudiant ait un correspondant, finalement, dans la formation qui va l'accueillir, mais bien avant de la rentrée. L'objectif, c'est que la rentrée se passe de manière préparée, bien en amont. Et puis, pour un jeune en situation de handicap qui n'aurait pas de proposition ou qui, par exemple, s'apercevrait qu'au moment où il a accepté une formation, cette formation ne propose pas les modalités d'examen, d'accompagnement ou d'aménagement qui sont nécessaires à son handicap. Eh bien, à ce moment-là, ce candidat-là peut solliciter le recteur qui proposera un établissement particulier dans lequel il pourra accueillir ce jeune-là. Donc voilà, pas d'obligation en amont de déclarer un handicap, des processus d'accompagnement de ces jeunes en situation de handicap lorsque c'est nécessaire et lorsqu'ils le demandent. Et puis, un dernier élément sur lequel je voudrais revenir, c'est, parce que je sais qu'il y a souvent cette question, eh bien, j'ai choisi un parcours au lycée et finalement, ce parcours au lycée, eh bien, je suis intéressé maintenant par une autre formation et peut-être que je n'ai pas fait l'enseignement de spécialité, je ne sais pas, qui SVT, qui mathématiques, qui encore un autre. Et est-ce que je peux être pris à l'université? Nous avons mis en place avec les universités un dispositif d'accompagnement personnalisé, de parcours personnalisé qui s'appelle le WISI. Le WISI, ça veut dire que la formation accueillera cet étudiant, mais moyennant peut-être un renforcement. Ça peut être un renforcement disciplinaire, ça peut être un renforcement méthodologique. Souvent, il y a un mélange des deux d'ailleurs, et qui permet d'être accepté dans une formation, même si ce n'était pas celle pour laquelle on a eu le parcours au lycée qui était le plus recommandé, le plus adapté. Ça s'appelle les WISI. Ça a bénéficié en 2022 à 27 000 étudiants qui ont été accueillis dans les universités. Un point sur lequel, là aussi, je veux le souligner, nous donnons sur Parcoursup à la fois des conseils pour formuler sa candidature, mais vous y trouverez, parce que peut-être certains d'entre vous ont un enfant qui est en première, ont un enfant qui est en seconde et qu'on souhaitait être informé un peu en amont pour se renseigner, eh bien, vous trouvez sur chaque fiche de formation de Parcoursup la possibilité d'avoir un renseignement sur quels sont les parcours au lycée qui sont recommandés et les choix qui sont peut-être les plus adaptés. Ça n'interdit pas, lorsqu'on a finalement fait d'autres parcours,
de candidater, bien sûr, mais il y en a plus. Nous, on a souhaité, avec les formations, vous donner quelques éclairages. Et puis, je voudrais là aussi, parce que c'est souvent cette angoisse en disant « j'ai pas pris les bons enseignements de spécialité, je vais pas y arriver, etc. » Je voudrais aussi rassurer parce que, nonobstant l'évolution qui s'est faite de la réforme du baccalauréat, moi, lorsque nous regardons avec l'inspection générale quels sont finalement les facteurs les plus déterminants pour l'accès à l'enseignement supérieur, sans surprise, entre guillemets, on retrouve le dossier scolaire et donc le niveau scolaire et donc les notes en quelque sorte. Donc je veux aussi arriver à contrebalancer l'angoisse qu'il peut y avoir selon que je n'ai pas pris les bons enseignements de spécialité. Ce que vont regarder en priorité les formations, c'est évidemment le niveau scolaire. Alors maintenant qu'on a balayé ces 6 grands principes, peut-être qu'on peut rentrer dans le calendrier en vous donnant les 3 étapes de calendrier à avoir en tête. Alors c'est sur la slide suivante, si on y vient, voilà, merci. Première étape qui est celle dans laquelle nous nous sommes déjà engagés depuis le début du mois de novembre et qui va aller jusqu'au 18 janvier 2023. C'est une étape d'information, de découverte des formations. Deuxième étape importante, je vais revenir sur chacune des étapes, rassurez-vous. Elle commencera le 18 janvier 2023 et avec 2 étapes. Le 9 mars, c'est la fin de la formulation des vœux. Le 6 avril, c'est la finalisation du dossier. Je vais revenir là-dessus aussi. Et puis la 3e étape, qui est une étape qui démarre le 1er juin et qui va jusqu'au 13 juillet, qui est l'étape dans laquelle le lycéen reçoit des propositions et fait ses choix. Voilà. Ce sont les trois étapes de la procédure Parcoursup. Elles sont peut-être nouvelles pour vous, mais rassurez-vous, les enseignants, ils les connaissent bien parce que le calendrier de Parcoursup est très, très stable d'une année sur l'autre. Vous aurez aussi observé, je le signale à ce moment-là, que nous avons prévu une fin de formulation des vœux au 9 mars et puis la finalisation du dossier au 6 avril. Il y a du temps long, quasiment 1 mois entre ces 2 dates, parce qu'il ne vous aura pas échappé que du 20 au 22 mars, les élèves du bac général et technologique auront leurs épreuves d'enseignement de spécialité. Donc, nous avons souhaité séparer. Finalement, il y a le moment où on fait son travail Parcoursup et puis il y a le moment où on fait ses révisions pour les EDS. Et donc, je crois que l'articulation de nos calendriers entre baccalauréat et Parcoursup permet de ménager ces 2 priorités. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail et venir à la première phase, en quelque sorte, sur la slide suivante, c'est cette phase-là de découverte d'informations dans laquelle, finalement, la priorité, c'est de préparer son projet d'orientation. La priorité, c'est de se renseigner, d'échanger avec son professeur principal. Il y a une semaine de l'orientation qui a dû être organisée dans votre lycée, de renseigner cette fiche de dialogue qui permet de jeter déjà un peu quelques idées. Et encore une fois, moi, je serai toujours, je n'ai pas d'indulgence à avoir, mais en tout cas très compréhensif vis-à-vis des lycéens ou des parents dont on me dit on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Je vous rassure, moi je ne savais pas davantage sans doute que votre fils ou votre fille ce que je voulais faire. Par contre, il y a une différence entre moi à mon époque, entre guillemets, et un lycéen d'aujourd'hui, c'est que moi à l'époque, je n'avais pas vraiment d'informations en dehors de celles qui m'étaient apportées dans mon lycée. Et je vais donner un exemple, il n'y avait pas de classe préparatoire ou de BTS dans mon lycée. Je ne savais même pas que ça existait. Je savais l'université parce que mes parents avaient fait l'université, donc je suis allé à l'université, mais par reproduction d'un modèle familial. Alors, ça m'a plutôt souri, donc je ne vais pas me plaindre. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, quel que soit l'endroit où vous habitez, de découvrir toute l'offre de formation qui est présente en France. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément de nouveauté. Le 20 décembre, la première date à retenir, donc dans 7 jours, c'est ça? Voilà, dans 7 jours. Ouverture du site d'information Parcoursup dans lequel nous mettrons à jour toute l'offre de formation pour 2023. Évidemment, le site Parcoursup est aujourd'hui déjà ouvert. Peut-être certains y sont déjà allés, mais vous voyez l'offre de 2022. À partir du 20 décembre, nous mettrons à disposition l'offre 2023 et nous permettrons, à travers un nouveau moteur de recherche, une nouvelle fiche de formation, de se renseigner très concrètement. Et n'hésitez pas à profiter de ce temps de Noël. Évidemment, il y a un temps festif, mais il peut y avoir aussi du temps d'échange entre familles. C'est ce qu'a dit M. Desmarquet tout à l'heure et auquel moi je souscris complètement. Ce temps d'échange, de découverte. Et finalement, c'est aussi un temps dans lequel, et la plateforme Parcoursup, elle doit servir à ça, c'est se servir de Parcoursup pour se poser les bonnes questions.
pour se renseigner, mais aussi pour confronter ce qu'on a lu, peut-être ensuite avec un échange avec un professionnel. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, une date à retenir dans cette phase-là, le 20 décembre, affichage de la nouvelle offre de formation. Alors, on y vient, slide suivante. Quelles sont les formations qui sont disponibles? J'ai parlé de plus de 21 000 formations. Je vais essayer de décrire 3 types de formations et les informations que nous vous apporterons. D'abord, il y a les formations qu'on appelle non sélectives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce qu'on est non sélectif que ça veut dire que c'est facile toujours de rentrer. Le principe d'une formation non sélective, c'est que la limite d'accès à cette formation n'est que sa capacité d'accueil. Tant qu'elle n'est pas pleine, elle doit accueillir des étudiants. Alors qu'une formation sélective, elle examine d'abord un dossier et puis elle peut, y compris si elle n'est pas pleine, finalement, rejeter certaines candidatures dont elle va estimer qu'elles n'ont pas le niveau nécessaire pour réussir dans cette formation. Alors, les formations non sélectives, ce sont les formations de l'université, ce sont les formations qui sont les plus nombreuses en volume de places proposées, et on y retrouve toutes les licences, d'une manière générale. On y retrouve les parcours d'accès santé qui permettent d'accéder à l'examen de la deuxième année des études de médecine. On y retrouve les parcours préparatoires au professorat des écoles. Voilà, ce sont vraiment les formations les plus importantes. On a aussi les formations sélectives, qui sont les formations qui ont moins de places à proposer, mais en nombre plus important et en diversité plus importante. Les classes préparatoires aux grandes écoles, les BTS, les BUT, bachelor universitaire de technologie, et je le confirme, dans les IUT, il n'y a maintenant que des BUT. Simplement, le DUT que nous avons connu, vous et moi, en fait, il reste, mais comme forme de diplôme intermédiaire, que l'on donne au bout de la deuxième année, mais qui n'a qu'une valeur de diplôme intermédiaire. Ça n'est pas le diplôme de BUT, mais tous les IUT aujourd'hui développent des BUT. On y retrouve les formations soins infirmiers, qui sont les formations les plus demandées sur Parcoursup, des formations paramédicales, audioprothésiste, orthophoniste, orthoptiste, des formations du travail social, d'accompagnement social, des écoles d'ingénieurs, de commerce, de management, l'ensemble des IEP qui sont présents, les écoles vétérinaires avec notamment un concours d'accès direct, les formations au métier de la culture et du sport. Peut-être si je reviens sur la formation du métier de la culture, parce que ça peut concerner peut-être certains d'entre vous. Il existe encore dans certaines formations du métier du monde de la culture, je pense notamment les formations de spectacle vivant, école de danse, par exemple, c'est celle qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Ces formations-là, elles ont encore des calendriers d'examen qui sont plutôt allongés. Et ce que nous avons convenu avec ces écoles et avec le ministère de la Culture, c'est qu'elles étaient présentes sur le site de Parcoursup, mais que la candidature se fait au niveau de l'établissement. Elle ne se fait pas dans le cadre de la procédure Parcoursup. Ça ne concerne encore que quelques formations limitées, mais sans doute peut-être y a-t-il certains d'entre vous qui sont interrogés. En tout cas, l'information, vous la trouvez sur le site Parcoursup. Et notre intérêt, c'est de leur faire profiter de la mise en visibilité pour que vous ayez accès à l'information, mais on tient compte aussi de leur calendrier très spécifique compte tenu de la spécificité de leur formation. On retrouve aussi sur Parcoursup des formations en apprentissage, comme je vous l'ai indiqué, près de 7500, qui sont des formations dans lesquelles on doit trouver un employeur pour finalement rentrer dans cette formation, puisque c'est une relation à 3, un lycéen devenu étudiant, qui est un apprenti salarié d'une entreprise ou d'un service public, par exemple, et puis un organisme de formation, le centre de formation d'apprentis, qui organise cette formation. L'avantage de l'apprentissage, c'est qu'à la fois, on a un pied dans le métier directement, et puis c'est aussi un avantage, c'est que la formation est gratuite puisque les frais de formation sont payés par l'entreprise. Au-delà de la diversité des formations que je vous ai indiquées là, la fiche formation de Parcoursup, je vous l'ai dit, son avantage, c'est de vous permettre d'avoir une fiche homogène, quel que soit le type de formation. Et vous y retrouverez les critères avec leur niveau d'importance. Cette année, nous avons demandé aux formations de pondérer, en train de dire, sur 100%, quelle est la part qui est concernée par les résultats scolaires, quelle est la part liée à la motivation, quelle est la part liée à l'engagement. Vous pourrez voir à partir du 20 décembre toutes ces informations apportées sur les fiches formation. Mais on y retrouve aussi le statut, c'est important, public, privé, la nature de la formation, sélective, non sélective, et puis les informations qui doivent vous guider. Qui étaient les admis dans cette formation l'an dernier? Quel a été, nous apporterons cette information nouvelle cette année, quel était le rythme d'envoi des propositions? Est-ce que cette formation s'est remplie très vite ou s'est remplie progressivement?
Nous vous apporterons des informations sur les frais de scolarité, évidemment c'est important, sur les débouchés professionnels et même sur les taux d'insertion, par exemple pour les BTS ou les mentions complémentaires. Eh bien, quel est le devenir des étudiants qui sont passés par cette formation? Sont-ils en emploi? Sont-ils en poursuite d'études? Sont-ils finalement dans une autre situation? Voilà, toutes ces informations, nous vous les apporterons progressivement à partir du 20 décembre et ensuite vers le 20 janvier. Alors, pour vous y repérer, parce que ça paraît peut-être un petit peu théorique, peut-être si on passe à la slide suivante, moi je vous conseille d'aller faire un tour sur deux sites qui vous seront utiles. À la fois, à ma gauche, le site Terminal 2022-2023. Je crois que pour un lycéen qui est vraiment très hésitant sur son devenir, sur ses choix, eh bien, d'aller sur ce site Terminal 2022-2023, c'est très important parce qu'on peut retrouver des fiches complètes sur quel type de formation et quel type de métier. On peut y retrouver des petites vidéos. Voilà, on retrouve des éléments de conseil qui permettent finalement progressivement de construire son projet d'orientation. Et puis, à droite, vous retrouvez le moteur de recherche de Parcoursup. Alors, il va un petit peu changer dans sa forme. Là, c'est celui que vous trouvez, auquel vous pouvez accéder même pendant qu'on est en train de se parler. Parce que, et ça me permet de l'évoquer aussi, nous l'avons refait, il sera tout neuf là, le 20 décembre, et avec le souci qu'il soit accessible aux personnes en situation de handicap. C'est aussi une préoccupation que nous avons. Donc, les fiches formation, comme le moteur de recherche, sera accessible aux personnes en situation de handicap. Et vous y retrouverez tout un tas d'informations sur ce moteur de recherche. Je voudrais donner deux éléments qui me paraissent moins importants. Un, vous voyez, il y a à la fois à droite de l'écran, on voit une carte de France, un moteur de recherche. Ça ressemble à du Blablacar ou autre. On l'a fait exprès, entre guillemets, parce qu'il faut que ce soit ce moteur de recherche. Il a deux finalités. Un, qu'il soit proche des usages de votre enfant. Et j'imagine qu'il est très habitué à naviguer sur Internet. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il ouvre des perspectives. Moi, je me rappelle, il y avait un moteur de recherche avant qu'on le modernise. Ce moteur de recherche, il avait une entrée. On mettait sa région, on mettait son académie. Alors, c'était intéressant parce qu'on avait de l'information, mais ça avait un défaut, c'est qu'on ne regardait qu'à un seul endroit. Là, à travers la carte, ça permet d'explorer toutes les formations qui sont possibles. La deuxième information que vous pourrez trouver dans le moteur de recherche, c'est l'indication à chaque fois qu'une formation vous sera communiquée de y a-t-il des formations qui sont similaires? Et je crois que c'est important parce que quand on a 17 ans ou 18 ans, comme moi je l'ai eu, on a un peu l'idée qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Rome. Et en gros, il n'y a qu'une seule formation, si je le décline, il n'y a qu'une seule formation pour arriver à un métier. La réalité, vous la connaissez en tant que parent, c'est que bien sûr, ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de formations qui peuvent conduire vers le même environnement professionnel et c'est important qu'à travers le site Parcoursup, on stimule aussi cette curiosité pour aller en permanence finalement peut-être découvrir. Et chaque année, on a des études des lycéens qui découvrent de nouvelles formations à travers Parcoursup et je crois que c'est très important de garder cette capacité à éveiller la curiosité parce qu'on a le droit de ne pas tout connaître et c'est sans doute normal. Mais aussi parce qu'on a le droit de confronter et que moi, je suis là pour vous offrir cette possibilité. Donc, deux sites qui doivent vous aider à préparer votre projet d'orientation. Si je passe à la slide suivante, là aussi, des bons réflexes dans cette phase-là, qui est une phase d'ouverture et de renseignement. Un, nous mettrons à disposition des lives sur le site Parcoursup. Ces lives-là, ils sont faits pour vous renseigner. On en construira et le calendrier de ces lives sera indiqué sur la plateforme Parcoursup. Et nous les ferons avec le souci d'informer, comme nous le faisons ce soir. Mais vous y retrouvez, parfois, ça sera thématique, les formations en IFSI, les formations en études de santé. Et puis, moi, le conseil que je donne toujours, c'est en 3 étapes. 1, échanger avec les professionnels de votre lycée, professeur principal, psy-EN, voilà, y compris les CIO. N'hésitez pas, finalement, le mauvais réflexe, c'est de rester tout seul avec sa question. Il faut toujours oser poser ses questions. Échanger avec les formations. Vous aurez accès depuis le site Parcoursup aux responsables de formation, aux responsables pédagogiques. Vous aurez accès aux étudiants que la formation d'accueil, finalement, elle a mobilisé pour répondre à des questions de lycéens. Et c'est souvent important. Et puis, vous aurez le calendrier des journées portes ouvertes, qu'elles soient virtuelles, qu'elles soient sous forme de salon en présentiel.
En tout cas, moi, je retiens de la saison 2022, et ça, ce sont les lycéens qui nous l'ont dit à travers une étude d'opinion qu'on fait auprès d'eux, que les journées portes ouvertes, c'est fait pour rassurer. C'est fait pour se rendre compte concrètement de ce qu'est la formation que j'ai envisagée. J'en avais une connaissance peut-être un peu théorique en rencontrant des étudiants, en rencontrant des professionnels, je me fais une idée. Il peut y en avoir plus ou moins près de chez vous, il peut y en avoir en virtuel. En tout cas, n'hésitez pas à avoir ce contact-là parce que c'est ce qui permet finalement de faire les bons choix. Et puis, nous mettons à disposition des ressources en ligne qui seront accessibles, des ressources gratuites, je le précise, qui seront accessibles via le site Parcoursup pour aider à la réflexion sur l'orientation. Moi, je le dis, hein, j'ai bien conscience que ça n'est pas simple et qu'un lycéen, finalement, en terminale, il a deux vies. Il a sa vie de lycéen de terminale qui passera son baccalauréat et il a sa vie de futur étudiant dans lequel il se construit un projet. Après, c'est une étape de la vie, hein, il y en aura d'autres. Il faut le prendre sereinement et profiter des opportunités qui sont offertes. Alors, Monsieur Teilhard, Oui. merci. Vous suggérez des questions. Et donc, Oui. comme nous parlons de questions, eh bien, vous vous doutez que nous en avons une pléiade. Je vais même dire une papardelle de questions. Donc, nous allons d'abord, si vous voulez bien, poser quelques questions autour du handicap et revenir là-dessus. Alors, mon fils a un PAP car il a des problèmes de vue. Est-ce obligatoire de l'indiquer dans Parcoursup et est-ce que cela ne va pas le pénaliser? Et puis également une autre question autour du handicap. Comment se matérialise la prise en compte de la situation de handicap ponctuel d'un élève avec justification d'absence de notes? Y a-t-il une case à cocher? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, ma réponse précise sur les deux questions. Un, on n'est jamais obligé d'indiquer une situation de handicap dans Parcoursup. Jamais. C'est vraiment un choix personnel. Et je le redis parce qu'on est aussi sur la page qui s'accueille sur les lives. Je fais généralement au mois de février un live spécifique sur les situations de handicap avec une association spécialisée droit au savoir. Et on le fait, on met tout cela en ligne de manière à ce que chacun puisse se reporter aux échanges que l'on a eus. Donc, on n'est pas obligé. Deux, quand on a un PAP, bien, il y a ce qui existe dans Parcoursup, une fiche de liaison que chaque candidat peut renseigner dans son dossier. Il informe finalement sur les aménagements dont il a bénéficié au lycée et cette information restera confidentielle. Elle ne sera pas communiquée aux formations, donc ils ne le verront pas au moment où elles font l'examen des vœux. Par contre, si vous le souhaitez, et encore une fois, moi je ne transmets jamais d'informations que vous n'ayez pas voulu transmettre vous-même. Si vous êtes d'accord pour le transmettre, nous pourrons transmettre cette information une fois que votre enfant aura accepté une formation. C'est-à-dire que la formation ne peut pas revenir en arrière et dire bah non, finalement, je ne le prends pas. Ce n'est pas possible. Et nous, par contre, c'est pour faciliter la rentrée étudiante et faciliter le dialogue sur quels sont les aménagements dont votre enfant pourra bénéficier. Souvent, ce n'est pas nécessairement les mêmes aménagements, mais c'est lié à un autre contexte d'études. Mais en tout cas, cette information reste bien confidentielle de manière à ce que vous n'ayez pas à être pénalisé. Et puis, je voudrais le redire parce que je comprends qu'il y ait sans doute souvent une angoisse sur est-ce que je vais être discriminé ou pas. Après, un, la discrimination est interdite par la loi. Deux, les formations qui s'engagent sur Parcoursup explicitement signent aussi une charte dans laquelle ils doivent s'engager à ne pas avoir de pratiques discriminatoires. Sur la deuxième question, y a-t-il une case à cocher quand je veux signaler? En fait, il y a une rubrique qui s'appelle « Éléments liés à ma scolarité » dans lequel un élève peut tout à fait renseigner et expliquer à la formation je n'ai pas de notes au premier trimestre, imaginons que j'ai eu des soins et qui n'ont pas permis de poursuivre la scolarité de manière tout à fait normale. Eh bien, ça, cela peut être renseigné pour informer les formations qui vont examiner les candidatures. Ça n'est jamais obligatoire. Merci. Alors, je vais continuer dans ma série de questions. J'ai une autre question qui concerne tout ce qui est orientation. En fait, comment on peut faire un jeune qui fait son année de terminale avec le CNED pour s'inscrire sur Parcoursup? A-t-il réellement besoin de l'appui d'un lycée ou peut-il s'en passer? Non, c'est-à-dire qu'un lycéen peut tout à fait, nous sommes en lien avec l'organisme CNED, hein, et qui nous remontera des notes. D'ailleurs, comme le fait un autre lycée, hein, on aura une remontée des notes de la part du CNED. Donc, la candidature peut tout à fait se faire en suivant des cours à distance
directement sur Parcoursup comme un autre lycéen. Alors, vous l'avez bien compris, nous sommes dans les particularités un petit peu. Et que se passe-t-il si un élève fait ses études aujourd'hui, admettons, au Canada, il veut revenir en France, mais ne sait pas à quel endroit vont être mutés les parents ou où il sera? Comment fait-il et de quelle académie va-t-il dépendre? Comment cela se passe-t-il? Alors, c'est valable aussi pour les déménagements, hein, oui, si l'on ne connaît pas aujourd'hui l'adresse. Je vais en profiter, si vous me le permettez, pour parler césure, parce que c'est souvent un grand classique des questions Parcoursup, donc je fais un petit topo général. Alors, d'une manière générale, pour tous les lycéens qui sont français, qui passent un bac français, de toute façon, la voie d'accès à l'enseignement supérieur, c'est Parcoursup. Quand on est dans une situation, alors on peut tout à fait faire des études à l'étranger ou partir un an à l'étranger et puis ensuite faire après son baccalauréat et ensuite revenir sur Parcoursup. Il n'y a aucune difficulté à ça. On revient une année suivante et puis simplement on indiquera sans doute dans son dossier le fait qu'on a passé une année au Canada, y compris pour le valoriser, parce que quand on a passé une année au Canada, ben, on a sans doute travaillé la langue, même si on est à Québec. Et puis, on y a acquis sans doute un peu de maturité, d'autonomie, peut-être plus qu'un lycéen qui a poursuivi ses études. Voilà, ça, en tout cas, ça fait partie de la vie, il n'y a pas de difficulté. Il y a les questions de déménagement en cours d'année. Les questions de déménagement, évidemment, nous les prenons en compte sur Parcoursup, donc on peut tout à fait signaler dans son dossier et signaler à son académie le fait que l'on va déménager et donc que là où aujourd'hui on habite au moment où on remplit son dossier, ben, ce ne sera pas là où on habitera avec ses parents. Évidemment, les équipes académiques, il faudra fournir des pièces justificatives pour expliquer, mais par exemple, très concrètement, ce que ça aura pour conséquence, c'est vous êtes prioritaire dans 2 territoires. Prioritaire dans le territoire dans lequel vous résidez, puis prioritaire dans le territoire dont vous allez habiter. Et nous prenons en compte ces situations de la même manière. Hein, il y a des situations peut-être moins heureuses qui sont celles de divorce, qui existent aussi évidemment dans la vie. Et nous nous attachons à tenir compte aussi de ces réalités. Donc, message via la plateforme Parcoursup dans son dossier pour dialoguer avec l'académie qui prendra en compte cette situation particulière. Et puis, si je reviens sur la césure, finalement, qu'est-ce que la différence entre… Alors, le monde se partage en 2. Il y a l'année sabbatique ou l'année… c'est le terme un peu générique, mais c'est surtout à la limite l'année dans laquelle je pars à l'étranger, par exemple, où je pars faire une activité indépendamment de tout organisme de formation. Dans ce cas-là, évidemment, vous revenez sur Parcoursup quand vous voulez. Chaque année, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de pénalité parce que vous n'avez pas accédé à l'enseignement supérieur immédiatement après votre baccalauréat. Deuxième situation, c'est celle de la césure. Mais qu'est-ce que la césure? La césure, c'est le dispositif dans lequel vous faites des vœux sur Parcoursup, vous choisissez une formation, vous allez vous inscrire dans cette formation, mais à ce moment-là, vous portez à connaissance que vous voulez faire une césure, vous pouvez le faire dans votre dossier Parcoursup, cette information. Elle ne sera pas communiquée à la formation au moment où elle examine des vœux, parce qu'elle dirait « celui-là, je ne le prends pas, de toute façon, il ne vient pas tout de suite ». Donc, nous ne portons pas à sa connaissance cette information. Par contre, au moment où vous vous inscrivez, on signale l'information que vous demandez une césure. Vous avez toujours le droit de demander une césure. La formation examinera votre demande et vous signerez une convention avec l'établissement de formation, une convention de césure. L'intérêt, c'est que la formation, finalement, encadre cette activité. Vous êtes inscrit comme étudiant dans cette formation, vous participez à faire une autre activité et ce que l'on vous garantira, c'est que parce que vous êtes inscrit, vous aurez le statut d'étudiant, ce qui peut vous apporter des protections, la protection sociale par exemple, ce qui peut vous apporter le droit aux bourses sur critères sociaux par exemple. Et puis surtout, ça c'est l'intérêt au moins aussi important que la protection sociale, c'est vous n'aurez pas à repasser par Parcoursup quand vous reviendrez à l'issue de votre césure. C'est-à-dire que vous accédez directement à la formation pour laquelle qui finalement vous a réservé une place de côté. Bien sûr, vous n'êtes pas enfermé dans cette formation parce que j'imagine quand on a 18 ans et qu'on part faire une césure, il y a quand même sans doute une grande partie de chance qu'au moment où vous revenez de votre expérience, vous avez d'autres idées, d'autres projections, d'autres projets. Et à ce moment-là, vous repassez par Parcoursup, mais pour faire autre chose. Mais voilà la différence que je voulais faire parce que souvent, il y a des questions. Et ça me permet de dire que sur le site Parcoursup qui s'affichera au 20 décembre, il y a évidemment une foire aux questions. Cette foire aux questions est très nourrie et vous pouvez retrouver sans doute l'essentiel de mon propos.
et vous y retrouverez beaucoup d'informations. Je me permets aussi de signaler, parce que c'est important, que nous aurons des petites vidéos, des petits tutos, on le fera sur comment on fonctionne, Parcoursup c'est quoi le calendrier de Parcoursup, donc pas besoin de noter de manière fiévreuse ce soir tout ce que je raconte. Un, c'est dans le PowerPoint, et deux, surtout, vous pourrez retrouver toutes ces informations à travers le site Parcoursup directement accessible. Et on aura, pour répondre enfin à la première question, mais de manière encore plus simple, une petite infographie et une page spécifique directement accessible sur la page d'accueil Parcoursup dès le 20 décembre sur la situation de handicap. Je veux faire des études de santé, je veux faire des études en apprentissage. Voilà, on a une dizaine de rubriques qui permettent d'éclairer des points particuliers, mais qui répondent à beaucoup de questions d'entre vous. Voilà, puis je crois qu'il ne faut pas effectivement stigmatiser Parcoursup. Vous l'avez dit, il faut avoir confiance, il faut accompagner nos enfants. Gilles Demarquet l'a dit et Catherine également. Vous avez, vous tous, en tant que parents, un vrai rôle pour accompagner ces enfants. N'oubliez pas de vous faire aider, Monsieur Teilhard l'a dit, par tous les outils qui sont mis à votre disposition au niveau de Parcoursup et de tout ce qui peut vous aider, mais aussi peut-être par les services information, conseil aux familles qui sont à votre disposition au sein des appels d'établissements académiques ou départementaux pour pouvoir vous aider, vos professeurs référents et toutes les personnes qui pourront être de votre grande aide. Voilà, je pense à des outils qui peuvent vous aider à choisir votre orientation, tels que vous en avez énormément à disposition, comme Diagoriente, ou bien d'autres encore qui pourront vous aider à affiner vos choix, en plus des sites qui vous ont été proposés par Monsieur Teilhard. Alors, si l'on continue dans les questions, si vous voulez bien, Monsieur Teilhard, on va arriver sur des questions en fait sur les établissements. Est-ce que en fait les noms des lycées sont mentionnés? Est-ce que effectivement les résultats scolaires, est-ce qu'ils impactent l'accès à une formation ou à une autre? Et est-ce que se passe-t-il? Voilà. Enfin, si notre enfant a été noté très sévèrement toute l'année, est-ce que les écoles après le bac ont l'information? Si vous me permettez, je l'aborderai juste un peu après. Pour répondre vraiment à ces questions, je vais profiter d'une diapo pour parler de toutes ces questions. Parfait. Parfait. Je déroule un petit peu là et puis je reprends et n'hésitez pas à me le rappeler si jamais je devais oublier. Merci. Alors, on arrive à la deuxième phase, donc qui s'ouvrira le 18 janvier. Donc, je le redis, à partir du 20 décembre, la nouvelle offre de formation est accessible. Vous pourrez regarder, mais vous n'avez pas encore à vous inscrire. À partir du 18 janvier, la plateforme ouvre pour que les lycéens puissent s'inscrire et pour qu'ils puissent formuler des vœux. Ces vœux, ils pourront les formuler jusqu'au 9 mars. J'y reviendrai un peu. Vous avez jusqu'à 10 vœux dans les formations sous statut étudiant et 10 vœux supplémentaires en apprentissage. Le 9 mars, c'est le dernier jour pour formuler des vœux. Et puis, il y aura, j'y reviendrai, le 6 avril, le dernier jour pour finaliser son dossier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ces deux échéances? Pourquoi deux échéances? Ben, le 9 mars, c'est je formule des vœux. Je n'ai aucune obligation de les classer. Simplement, je choisis les formations pour lesquelles je fais un vœu. Et puis, pour certaines des formations, enfin, pour toutes les formations, j'aurai des éléments à remplir. Et la saisie de ces informations, ben, elle peut se faire jusqu'au 6 avril. Je vais donner, par exemple, il y a une lettre de motivation, j'y reviendrai tout à l'heure. La lettre de motivation, eh bien, je la remplis jusqu'au 6 avril. JA, par exemple, je vais donner, quand vous êtes intéressé par des formations en STAPS, vous devez transmettre des éléments, vous avez un petit questionnaire à remplir et on vous demande si vous avez des attestations qui montrent votre niveau sportif ou votre engagement ou votre expérience d'encadrement, vous avez à les remettre sur la plateforme jusqu'au 6 avril. Si vous êtes intéressé par des études de droit, on vous demande de faire un petit questionnaire sur le site de l'ONICEP et de téléverser dans votre dossier Parcoursup l'attestation comme quoi vous avez passé ce questionnaire. Pas de stress. De toute façon, avant le 6 avril, à chaque lycéen, on enverra une information disant voilà où vous en êtes de votre dossier, voilà ce qui vous reste à faire pour remplir votre dossier. Et là aussi, une garantie que vous offre Parcoursup, une formation ne peut vous demander que des éléments qui figurent dans le dossier Parcoursup. On ne peut pas vous demander des éléments supplémentaires qui se déroulent en dehors de Parcoursup.
Et puis, à partir du mois d'avril et mai, eh bien, ce seront les formations qui examineront les candidatures, examineront donc le dossier de votre enfant et nous ramènera un classement. Chaque formation ramène un classement pour le 22 mai, sur lequel on fera des contrôles avant le début de la phase d'admission, le 1er juin. Alors, si on va sur la slide suivante, s'inscrire sur Parcoursup, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais parler d'abord de l'inscription, puis ensuite des vœux. S'inscrire sur Parcoursup, c'est très rapide pour un lycéen, parce que beaucoup des informations, j'en dispose déjà, je les ai récupérées directement auprès du lycée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une adresse mail valide, celle qu'on consulte régulièrement. Alors, pas l'adresse de lycéen, mais une adresse, je ne sais pas moi, Gmail ou autre que le lycéen utilise fréquemment pour recevoir les informations sur son dossier. Et puis, renseigner le numéro de portable pour recevoir des alertes, être informé directement par la plateforme. Et puis, il y a l'identifiant national élève. C'est celui, ou alors l'INA pour les lycées agricoles, c'est celui qu'on trouve sur le bulletin scolaire ou le relevé des notes d'épreuves anticipées de baccalauréat de français, notamment. Et rassurez-vous, si vous ne retrouvez pas ce numéro, eh bien, vous le demandez à votre lycée, il vous fournira l'identifiant national élève, finalement, de votre enfant. Et finalement, ça prend très peu de temps de s'inscrire sur Parcoursup. C'est une petite formalité administrative qui consiste surtout à relire les éléments du dossier. Ensuite, je le dis, et c'est un conseil que je donne aux parents et qui est pour moi très, très important. À chaque fois, quand votre enfant remplira son dossier et s'inscrira sur Parcoursup, vous pouvez, en tant que parent, renseigner vous-même dans son dossier vos coordonnées de mail et de portable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'écrirai, moi, à votre enfant, par SMS ou par mail, vous recevrez simultanément la même information. Et je le précise, cette information-là que vous pouvez en tant que parent renseigner, vous pouvez le faire le jour de l'inscription de votre enfant, mais vous pouvez le faire à tout moment de la procédure. Et à ce moment-là, vous serez informé par Parcoursup. J'insiste vraiment sur ce point parce que je crois que c'est aussi un moyen de se rappeler des échéances. Et par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure qu'un peu avant la fin du 6 avril, j'enverrai à chaque candidat un récapitulatif de ce qu'il lui reste à faire dans son dossier. Si vous avez rempli en tant que parent vos coordonnées, vous recevrez le même mail que celui que j'envoie à votre enfant. Donc vraiment, c'est un conseil, c'est gratuit et moi je vous garantis la confidentialité des informations qu'évidemment vous me communiquez. Maintenant, je vais aller slide suivante sur des questions peut-être un peu techniques, mais j'en ai vu dès qui étaient remontées sur les vœux, les sous-vœux, etc. Alors, on pourra y revenir et là aussi, encore une fois, sur le site Parcoursup, vous trouverez beaucoup d'informations sous forme de petits tutos. Vous trouverez des informations même dans le dossier de votre enfant qui permettent de maîtriser parfaitement toutes ces notions. Grand principe de base, vous avez jusqu'à 10 vœux pour les formations sous statut étudiant et 10 vœux supplémentaires en apprentissage. En fait, ce sont des vœux différents et des trajectoires différentes. Pour autant, ça vous permet quand même, je vais prendre un exemple parce qu'il est très concret, vous êtes intéressé par un BTS commerce international. Ce BTS commerce international peut se faire sous la forme de statut étudiant et sous la forme d'apprentissage. Eh bien, vous formulez 2 vœux, un vœu sous statut étudiant pour cette formation de BTS, un vœu en apprentissage pour cette formation lorsqu'elle est présentée et formulée en apprentissage. Vous avez la possibilité, vous avez peut-être certains d'entre vous entendu parler des sous-vœux. Alors, je vais essayer de faire 3 grandes catégories qui divisent le monde et puis après peut-être que je rentrerai dans des détails s'il y a des questions plus techniques. Qu'est-ce que ça veut dire les sous-vœux par rapport aux vœux? Évidemment, l'objectif, moi j'ai toujours celui-ci, c'est de trouver le point d'équilibre entre la possibilité pour le lycéen de faire un éventail d'opportunités et de vœux pour des formations qui lui permettent de réaliser son projet de poursuite d'études. Et en même temps, je veux éviter qu'il fasse des vœux pour toutes les formations qui sont présentes sur Parcoursup. Ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire 21 000 vœux. À travers les sous-vœux, on essaye de s'adapter à la réalité des formations et à se trouver cet équilibre que j'ai évoqué. Alors, il y a 3 situations différentes. 1, il y a la situation des licences à l'université. Vous voulez faire une licence de philosophie. Eh bien, généralement, il n'y a pas de sous-vœux pour les licences à l'université, c'est-à-dire que si vous choisissez 3 établissements, Sorbonne Nouvelle, Cergy-Pontoise, Versailles-Saint-Quentin, par exemple, ces 3-là, ça vous fait 3 vœux. Si vous ajoutez 2 licences de droit, une à Paris 2, une à Paris 1, ça vous fait 2 vœux supplémentaires, vous en avez consommé 5 sur vos 10.
Il y a une deuxième situation un peu différente qui concerne les classes préparatoires, les BTS, les BUT ou encore les écoles du travail social. Dans ces cas-là, vous avez des limites de sous-vœux. Et les sous-vœux, à quoi correspondent-ils? Eh bien, je vais essayer d'être très concret. Par exemple, sur une classe préparatoire, il y a une classe préparatoire informatique qui s'appelle MP2I. Eh bien, pour le diplôme MP2I, vous faites un vœu, ça ne vous compte qu'un vœu, et ensuite, vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées qui proposent cette même formation. Ça vous fait 10 sous-vœux. Et vous comprenez mieux que la moyenne des vœux sur Parcoursup, généralement, c'est autour de 12. Parce que précisément, il y a la mécanique des sous-vœux. Elle ne s'applique pas à toutes les formations. Je l'ai dit, il n'y en a pas de sous-vœux pour les licences d'une manière générale, mais il y en a pour les classes prépa. Alors, cette même règle, elle peut valoir pour les BTS. BTS, management d'unité commerciale, vous faites un vœu sur management d'unité commerciale, donc il vous reste 9 vœux à côté, et vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées qui proposent cette formation. Même chose sur les buts. Bachelor universitaire de technologie, j'en connais un qui s'appelle mesure physique, un vœu sur mesure physique, et ensuite vous pouvez choisir jusqu'à 10 UT. Alors il y a une petite limite à l'exercice, c'est qu'au total, dans ces sous-vœux qui sont limités, ça doit faire 20. Mais c'est vous qui avez décidé de la répartition. Vous pouvez prendre par exemple 10 sous-vœux sur la classe prépa MP2I, et puis ensuite 4 sous-vœux sur mesure physique, 3 sous-vœux sur BTS, vous restez dans l'enveloppe de 20. Je vais essayer de donner aussi un exemple très concret. Votre enfant, il est intéressé par l'informatique. Il veut faire que ça dans le futur et c'est sans doute passionnant, il a raison. Eh bien, vous pouvez, à travers les vœux et les sous-vœux, diversifier vos choix. Par exemple, je reprends mon exemple et je vais essayer de ne pas me tromper dans mes doigts. Je ne suis pas très bon en maths. Donc, il fait un vœu sur MP2I, la classe prépa informatique. À chaque fois, les formations que je vais citer, c'est des modalités pédagogiques différentes, mais c'est bien le même objectif de faire de l'informatique. Donc, un vœu en MP2I et il choisit 3 lycées. Donc, il a consommé un vœu et 3 sous-vœux. Ensuite, il veut faire un BTS d'informatique. Ça lui fait un deuxième vœu et il choisit 4 lycées. Je crois qu'on arrive à 7 sous-vœux. Ensuite, il veut faire une licence d'informatique. Il prend 2 établissements différents, d'universités différentes qui proposent la licence d'informatique. Et bien, ça lui consomme 2 vœux, j'en suis à 4, et il reste toujours à 7 sous-vœux. Il veut faire maintenant un but d'informatique. Eh bien, il choisit but informatique, il a 5 vœux au total, et il choisit 8 buts. Je crois que j'étais à 16, j'étais à 7, plus 8, ça fait 15, si je ne me trompe pas. Vous voyez qu'à travers mon exemple, j'ai consommé 5 vœux et j'ai 15 sous-vœux. Voilà, ça donne un exemple de l'éventail de possibilités. Et puis, j'arrive à la dernière cas de figure, j'en avais évoqué 3. Les licences où il n'y a pas de 6 vœux, les BTS, les classes prépa, les IUT dans lesquels il y a des sous-vœux avec une enveloppe de 20 au total. Et puis, il y a la situation des écoles de commerce et d'ingénieurs pour lesquelles, là aussi, il y a des vœux et des sous-vœux, mais il y a un nombre illimité de sous-vœux. Là aussi, je reprends des exemples. École de commerce, par exemple, le concours Access ou le concours Sésame, qui sont des concours connus. Ce sont des banques de concours. Quand vous candidatez à ce concours-là, vous avez l'accès à plusieurs écoles. C'est vous qui choisissez les écoles. Eh bien, ça vous compte un vœu sur Sésame. Et ensuite, c'est vous qui choisissez le nombre d'écoles. Donc, si je reprends mon exemple du début, votre enfant voulait faire de l'informatique, mais il est quand même intéressé par le concours d'école de commerce Sésame. J'y ajoute un vœu, on en est à 6, et il prend quel que soit le nombre de sous-vœux. Dernière situation, il est toujours sur l'informatique et il se dit, il y a des écoles d'ingénieurs qui proposent des places pour de l'informatique, c'est quand même pas mal. Alors, il y a les INSA, il y a le concours Avenir, il y a le concours Puissance Alpha. De la même manière que les écoles de commerce, pour ces concours-là, un vœu sur le titre du concours et ensuite, c'est vous qui choisissez les écoles. Pourquoi on a fait cette limite-là et pourquoi on a ce dispositif-là? Eh bien, je vais donner un exemple que celui que je connais, je ne les connais pas tous. Mais par exemple, sur les INSA, il y a 8 écoles INSA en France. Si je limitais le nombre de sous-vœux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un comportement moutonnier de la part des lycéens, comme ils ne sont pas plus moutons que moi, mais j'aurai sans doute le même comportement. C'est qu'ils vont se concentrer sur les écoles les plus connues. Et donc, on va avoir un nombre de vœux extrêmement important sur l'INSA de Lyon, l'INSA de Bordeaux, l'INSA de Toulouse, l'INSA de Rouen. Et peut-être qu'il y a des INSA moins connus qui n'auront même pas de vœux. Parce qu'ils diront, je n'ai pas fait de vœux sur celui-là parce que j'étais limité en nombre. Donc, l'objectif, c'est de s'adapter. Pareil sur les écoles de commerce, l'objectif, c'est
ce sont souvent des écoles qui sont privées et payantes, hein. C'est vous qui choisissez le nombre d'écoles pour lesquelles vous voulez candidater, mais je ne veux pas l'anticiper au départ. Donc voilà, en vous donnant ces quelques exemples, encore une fois, vous retrouverez beaucoup d'informations directement, des petites vidéos tutos sur le site Parcoursup, mais je voulais vous donner un premier éclairage qui explique que il y a plus de la moyenne des vœux, elle dépasse 10 sur Parcoursup, alors que je vous ai dit qu'il y avait 10 vœux. Alors, rassurez-vous, là aussi, il y a un compteur dans Parcoursup. Il y a un compteur qui vous permet de ne pas dépasser. Et à chaque fois, dans votre dossier, dans votre tableau de bord, vous voyez exactement les vœux que vous avez formulés. Deuxième sécurité, là aussi, je le dis, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais je crois que ça vaut le coup aussi qu'on le fasse ensemble. Je le redis, pas d'obligation de classement. Vous ne classez pas vos vœux par ordre de priorité. Ça ne vous est pas demandé sur Parcoursup au mois de mars. Parce que ça serait sans doute beaucoup de stress. Est-ce que je mets ça en 1? Est-ce que je mets ça en 2? Alors même que toutes les formations, vous ne les connaissez pas vraiment. Donc, le moment où vous devez faire des choix, c'est au moment où vous recevez des propositions d'admission. Mais jusqu'au 9 mars, pour formuler des vœux, vous n'avez pas à les classer. Vous aurez une réponse pour chaque vœu ou chaque sous-vœu qui a été formulé. Les réponses sont indépendantes, l'une de l'autre. Il n'y a pas de lien. Ce n'est pas parce que vous avez fait un vœu dans la formation A et pour lequel vous avez une réponse négative que ça emporte une réponse négative sur la formation B. C'est très différent. La date de formulation des vœux n'est pas prise en compte. Là, je le dis pour se déstresser. Il n'y a pas besoin de monter, de se presser le 18 janvier pour être le premier à faire 10 vœux. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de faire les vœux avant le 9 mars. Et chaque formation, je le redis, ne connaît que le vœu que vous avez formulé pour elle. Elle n'a pas connaissance des autres vœux. Il n'y a que moi qui connaissais cette information. Évidemment, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est votre choix à vous. Et c'est vous qui faites librement vos vœux. Le meilleur conseil, la meilleure stratégie pour faire des vœux, c'est de faire les vœux qui vous intéressent, qui intéressent votre enfant, parce que M. Demarquet l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des idées originales, peut-être qu'il y a des idées qui ne font pas les siennes, mais c'est là aussi, c'est son avenir qu'il est en train de construire. J'allais dire, votre rôle d'accompagnant, en quelque sorte, de ce passage à l'âge adulte, de cette mutation qu'a votre enfant, c'est de l'accompagner dans les choix, de l'éclairer, de l'aider au mieux, et ça, on est là aussi à votre service pour vous accompagner. Et ça, je veux le redire là aussi, parce que souvent, il y a une angoisse très sourde, c'est « oui, mais alors, vous m'avez dit que je n'avais pas besoin de hiérarchiser mes vœux, et quand je vais accepter une proposition, est-ce que j'accepte définitivement? Est-ce que je suis obligé d'aller dans celle que j'ai acceptée en premier ?» La réponse est non. Vous aurez le droit dans la phase d'admission, et nous avons prévu avec l'appel un webinaire dédié à cette question pour vous renseigner bien avant le 1er juin. Mais en tout cas, sur Parcoursup, vous avez toujours le droit de changer d'avis. Je vais donner un exemple très concret pour rassurer tout le monde et être sûr d'être bien compris. On va l'appeler Laurent. Laurent a fait 5 vœux. Le 1er juin, Laurent a une réponse sur 2 vœux qu'il a formulés et pour les 3 autres vœux, il est en attente, il est en liste d'attente. Lorsqu'il aura ces 2 propositions, je vais demander à Laurent, on va les appeler ABCDEF, voilà, j'y suis. Il a eu la réponse sur le vœu A et B. Je vais lui demander de choisir entre A et B parce qu'évidemment, il ne peut être que sur une chaise d'étudiant, il ne peut pas être sur 2 places. Donc, il choisit entre A et B. Mais il a en attente C, D et E. On est d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, ce que je vais lui demander au moment où il choisit entre A et B, c'est est-ce qu'il souhaite garder ses vœux en attente? Et il aura toujours la possibilité, Laurent, de les garder. Imaginons, on se projette, on est 10 jours après, eh bien, il reçoit une proposition sur le vœu D, parce que c'est un qui l'intéressait davantage que A et B pour lequel il a fait un choix au départ. Eh bien, il a la possibilité de choisir et d'accepter D qui va remplacer l'acceptation qu'il a faite au départ. Donc, vous voyez, dans le processus, 1, je peux garder les vœux que j'ai en attente. 2, je peux changer d'avis et je choisis en fonction des propositions qui me sont formulées. C'est vraiment un point important, je crois, pour comprendre la logique des vœux. Alors, peut-être si vous voulez, avant qu'on rentre dans le dossier, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, les notes, la question du lycée d'origine, est-ce que vous voulez qu'on fasse déjà un petit point là avec les questions que vous avez? Oui, alors juste pour terminer sur les vœux et puis ces différents choix justement autour des vœux, qu'est-ce qui se passe si on demande le même lycée pour plusieurs types de prépa? Par exemple, si on a un ECG, un PSI, enfin voilà, est-ce que le lycée le voit et est-ce que cela peut porter préjudice à la candidature? Non, bien sûr que non.
ce que vous aurez, c'est que, je redis, on est dans les classes prépa. Donc, en fait, vous aurez un vœu ECG, et puis vous choisissez les lycées, un vœu MPSI, vous choisissez le lycée, un vœu MP2I, un vœu PTSI, le cas échéant, etc. Ça me permet de développer un propos, parce que je crois que je l'ai vu dans les questions. Ça ne compte pas un sous-vœu quand vous faites, pour la même formation de classe prépa, MPSI, un sous-vœu avec internat ou un sous-vœu sans internat. L'objectif, c'est de permettre que vous puissiez choisir les deux. Et moi, je vous encourage à prendre la formation avec internat ou les formations sans internat. Ça ne vous coûte aucun vœu supplémentaire. C'est très clair. C'est très clair. Ben, écoutez, je vous propose que l'on continue. Peut-être est-ce que l'on va sur justement les différentes, après les règles à retenir, mais peut-être les éléments transmis aux formations, parce que j'ai peur que nous n'ayons le temps. Les éléments transmis à formation, puis après je parlerai des priorités académiques ou voilà, de cette question. Alors, si on va sur la slide suivante, on a une visibilité du dossier du candidat. Voilà. Elle va arriver à l'écran. Bon, je vais commencer, puis ça va la faire venir. Voilà, parfait, merci beaucoup. À gauche, les éléments, soit que va renseigner votre enfant, soit que le lycée de votre enfant va renseigner. D'abord, ce qu'on appelle le projet de formation motivée ou la lettre de motivation. Ça, ce sera à votre enfant de le renseigner. C'est une lettre de motivation pour chaque vœu, c'est-à-dire pour chaque jury qui examine de manière indépendante. Alors, je vais essayer de préciser ça. C'est quoi l'objectif de la lettre de motivation? L'objectif de la lettre de motivation, c'est 1500 caractères, de manière générale. Et l'objectif, il est double. Un, c'est de faire réfléchir votre enfant à pourquoi il est intéressé par cette formation. Parce que je suis convaincu que si on n'est pas en capacité finalement de renseigner en 1500 caractères ce pourquoi on est intéressé par les formations, ça veut peut-être dire qu'on n'a pas fait le travail, un petit peu, quelque sorte de réflexion sur ce projet d'orientation en amont. La deuxième chose, c'est que ça intéresse les formations de lire votre motivation. Évidemment, les formations, elles seront sensibles. C'est-à-dire, parce que je sais quel est l'avis, moi, je vais trouver sur Internet une formation type, une formulation type de lettre de motivation, je vais leur mettre ça, ils vont être très contents. En fait, ils ne sont pas très contents, c'est-à-dire qu'il y a longtemps qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils savent reconnaître une formation stéréotypée largement aussi bien que vous, et ils vont juste se dire, bah, cet étudiant-là, il se fiche de moi. Pareil, s'il y a 10 fautes dans la première phrase, il y a un moment donné, ça renseigne. Alors, les parents, vous êtes là pour les accompagner, pas pour écrire à leur place, mais vous êtes là pour les accompagner. Bien sûr que vous pouvez relire, bien sûr que vous pouvez les aider. Comme de la part, bien sûr, c'est ce que nous demandons aux professeurs aussi, d'accompagner leurs élèves dans cette traduction-là pour leur donner. Et là aussi, je veux le redire parce que c'est très important, il ne s'agit pas de faire une composition. Il ne s'agit pas de dire « Oh, je veux aller dans cette formation parce qu'elle a vraiment une très bonne réputation et puis parce que vraiment c'est la meilleure ». Ce n'est pas ça. Ce que je crois que les formations et les responsables de formation attendent, c'est des éléments très concrets. Ça m'intéresse parce que c'est ça que je veux faire. Ça m'intéresse parce que je me suis renseigné à une journée porte ouverte et je me suis aperçu que cette formation, elle pouvait m'apporter tel ou tel type de compétences qui sont des éléments qui vont nourrir mon projet. Je ne sais peut-être pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'ai l'impression que cette formation, elle peut m'apporter ce qui va m'aider ensuite à découvrir ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment du langage très concret, très direct, c'est vraiment simple. Il n'y a pas d'obligation de faire vraiment un devoir, c'est vraiment une expression personnelle et une expression vraie. Et évidemment, nous aidons, nous mettrons dans le dossier de chaque candidat une petite vidéo, une petite fiche pratique pour savoir quelles sont les bonnes informations à renseigner dans la lettre de motivation. Alors, est-ce que les lettres de motivation, elles sont toutes lues? Là aussi, moi, je vais essayer de percer le mystère. Il y a des formations pour lesquelles c'est un élément très, très important. Par exemple, les formations en soins infirmiers, j'y ai travaillé là encore et vous verrez. Et les formations, les responsables de formation en soins infirmiers, moi, ils me disent souvent en disant « M. Teilhard, c'est dommage, les lycéens ne prêtent pas assez d'attention à leurs lettres de motivation. Ils me mettent des éléments très bateaux et on voit qu'ils n'ont pas lu ce qu'était la formation. » L'objectif d'un responsable de formation en IFSI, c'est de s'assurer d'avoir un étudiant qui a bien compris ce qu'était la formation et d'un étudiant qui va rester dans le cycle de formation et pas un étudiant qui l'abandonne parce que j'ai un super niveau en maths, mais en fait, je n'avais pas trop compris que l'infirmier, il allait s'occuper de gens malades. Et moi, j'ai peur des gens malades et je ne suis pas à l'aise.
Ça, il faut s'en apercevoir avant. Et j'allais dire, nous, on est là aussi pour accompagner. Et la lettre de motivation doit être là pour exprimer est-ce que j'ai bien compris la formation dans laquelle je vais aller. C'est hyper important. Peut-être que sur d'autres formations, ça a moins d'importance. Et ça, vous le verrez dans les critères qui seront affichés par les formations, quelle est la part qui s'attribue, l'importance qu'ils accordent à la lettre de motivation. Mais là aussi, moi, vous savez, je lis la presse comme vous, sans doute. L'an dernier, il y avait une jeune fille qui avait fait un peu de buzz sur Parcoursup en disant « Ah oui, j'ai mis une recette de gâteau russe et en fait, ils m'ont pris dans ma formation, donc en fait, ça ne sert à rien. » Erreur. Alors, la petite fille, la jeune fille, elle n'avait pas dit exactement la vérité sur ce qu'elle avait mis dans son dossier, mais ça, c'est une autre affaire qui la regarde entre elle et moi. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle avait un excellent dossier. Et en fait, la formation qu'il avait regardée, il disait, ben, avec les notes qu'elle a, cette élève est déjà une élève brillante. Ils n'avaient pas besoin d'aller voir en plus la lettre de motivation. Là où ils se servent de la lettre de motivation, c'est quand un dossier est peut-être plus tangent, où ils ont besoin de voir est-ce que c'est un élève qui a bien compris le sens de l'accès à cette formation. Voilà le sens. Deuxième chose, j'évoque les pièces complémentaires demandées par les formations. J'ai évoqué tout à l'heure le cas de STAPS. Je peux aussi, par exemple, les jeunes qui sont intéressés par les formations de diplôme au métier d'art, eh bien, ils doivent, en quelque sorte, exprimer dans un petit document quelle est leur création artistique ou leur appétence artistique. Il y a d'autres formations pour lesquelles il n'y a rien à fournir d'autre que la lettre de motivation ou des éléments. Il n'y a pas de pièce particulière. Par exemple, une classe prépa, ben, seul le dossier compte, il n'y a pas de pièce particulière dans le dossier. Il y a ensuite la rubrique activités et centres d'intérêt. C'est une rubrique qui est facultative et qui permet à un lycéen de mettre en avant des compétences, des connaissances, des expériences, des engagements qui lui sont propres. Moi, j'y crois beaucoup à ça parce que je ne crois pas au fait que oh ben, je suis lycéen, je ne sais rien faire d'autre qu'aller au lycée. Non. Un lycéen peut avoir à la maison appris une langue étrangère. Il ne l'a pas au lycée, mais néanmoins, il a une compétence. Il peut avoir des frères et sœurs peut-être plus petits et puis il les garde et donc il a pris une autonomie. Il peut avoir une activité culturelle, sportive, artistique dans laquelle il s'investit et qui peut dire aussi des choses parce que quand je suis capable de cumuler mon agenda de lycéen avec un agenda d'activité, ça veut dire que j'ai une capacité, ça veut dire que j'ai de la méthode, ça veut dire que je sais m'organiser. Donc voilà, c'est une rubrique qui est faite pour eux, pour indiquer ce qu'ils ont, ce qui les intéresse. Évidemment, on peut aussi y mettre, ben, je sais pas, j'ai le BAFA, j'ai été délégué de classe, je suis éco-délégué, voilà, et ça m'intéresse parce que ça fait partie aussi de mon identité, et c'est aussi avec ça que je me projette pour mon accès à l'enseignement supérieur. Il y a la fiche avenir. La fiche avenir, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche qui est renseignée par le lycée, et donc pas par votre enfant, et qui comporte à la fois les notes du premier et deuxième trimestre ou les notes du premier semestre, qui comporte les appréciations des professeurs et qui comporte les appréciations du professeur principal sur les méthodes de travail, l'engagement, la capacité à s'investir de votre enfant. C'est une fiche d'avenir dans laquelle le proviseur exprime pour chaque vœu formulé un avis sur la pertinence, la cohérence du projet par rapport au parcours d'études et un avis sur la capacité à réussir. C'est très important cet élément-là parce que c'est vraiment un message que porte l'équipe éducative du lycée qui connaît votre enfant aux formations d'enseignement supérieur. Y a-t-il des choses secrètes dans cette fiche avenir? Non, il n'y a pas de choses secrètes. Vous y trouverez aussi l'information sur quel est le rang du lycée de votre enfant dans ses notes au sein du groupe d'enseignement de spécialité, par exemple. Quand je dis que ça n'est pas secret, c'est qu'à partir du 1er juin, vous aurez accès à la totalité de la fiche avenir, donc il n'y a pas de secret, même aux appréciations portées par les enseignants. On ne les rend pas accessibles au moment où les enseignants les remplissent pour pas que vous soyez tenté de faire pression sur eux. C'est humain, on connaît tous ça, et donc on leur laisse ayez confiance. Moi, je n'ai pas d'exemple en 5 ans de situation dans laquelle un lycéen découvrirait sur une fiche avenir des éléments qu'il n'avait pas connaissance avant. C'est le reflet des éléments et du dialogue des enseignants avec la famille au moment du conseil de classe en particulier. Et puis, je fais un petit point parce que c'est souvent une question posée. Dans le dossier Parcoursup, nous transmettons aussi des informations sur le parcours spécifique.
votre enfant est dans une section européenne, une section internationale ou BIBAC, vous savez, Abibac, Bachibac et Zabac, les 3 tribus, cette information, elle sera portée à la connaissance des formations du supérieur. De même que si votre enfant participe à une cordée de la réussite et qu'il a souhaité que cette information soit identifiée dans son dossier, elle figurera dans le dossier Parcoursup. Enfin, j'en viens aux notes et ça me permet de parler du lycée. Alors, il y a les notes de l'année de première, bulletin scolaire, notes des épreuves anticipées de français, écrites et orales, et puis les notes prises au titre du contrôle continu du baccalauréat pour les enseignements généraux et technologiques. Et puis, dans l'année de terminale, bulletin scolaire, premier et deuxième trimestre, notes des épreuves finales d'enseignement de spécialité pour les lycéens généraux et technologiques. Monsieur Demarquet l'a évoqué tout à l'heure dans son propos introductif. Oui, pour la nouveauté 2023, nous prendrons en compte les résultats du baccalauréat. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons pour 2 types de raisons au moins. Un, il y a une situation qui était presque un peu absurde dans notre système, dans lequel les résultats de l'admission, alors qu'on considère que le baccalauréat est le premier diplôme de l'enseignement supérieur, eh bien en fait, les épreuves finales du baccalauréat n'étaient pas prises en compte pour l'accès à l'enseignement supérieur. Pourquoi? Pas par choix idéologique, mais simplement parce que les notes, elles arrivent qu'à la fin, au mois de juillet, au moment où l'accès, c'est déjà la procédure, qu'elle s'appelle Parcoursup ou APB, elle était déjà réalisée. Donc, prendre en compte les notes des épreuves de spécialité au moment du mois de mars, c'est permettre aussi que nous puissions tenir compte vraiment et de faire du baccalauréat et des épreuves terminales du baccalauréat un tremplin vers l'accès et la réussite dans l'enseignement supérieur. Deuxième élément, c'est apporter de l'objectivité à l'analyse des candidats. Vous avez évoqué tout à l'heure la question, est-ce que le nom du lycée figure dans mon dossier? Est-ce que quand je suis noté de manière sévère, c'est pris en compte? Est-ce que je ne suis pas désavantagé? Enfin, toute la question des notes, qui est un vrai roman national, cette question des notes. La question du lycée. Oui, l'information sur le lycée, elle figure dans votre fiche à venir. Et oui, il y a toujours eu, avant Parcoursup et peut-être après Parcoursup, des enseignants qui ne notent pas de la même manière. C'est humain. Enfin, quel système on veut, en fait? Si on fait un système avec des humains et des enseignants, il y aura toujours des différences d'une note d'un lycée à l'autre. Enfin, je veux dire, moi, je ne sais pas résoudre. Pour autant, il faut objectiver. Le ministère de l'Éducation nationale, et vous êtes sans doute au courant, a demandé à chaque lycée de construire un projet d'évaluation d'établissement qui permet de fixer des règles homogènes d'appréciation et d'évaluation des notes, de manière à précisément créer plus d'équité et d'objectivité. Ce que l'on fait avec les notes de DS du baccalauréat va dans le même sens. C'est plus d'objectivité dans l'analyse des candidatures. Je vais essayer de prendre la situation, oui, mais moi, dans mon lycée, on me note très sévèrement. Peut-être, et qu'on continuera à noter sévèrement. Moi, je n'ai pas d'appréciation sur cette question, je ne suis pas enseignant. Mais par contre, la note que vous allez avoir de baccalauréat, elle n'est pas notée par votre lycée, elle n'est pas notée par votre enseignant, elle est notée à partir d'une épreuve nationale, avec une harmonisation et des barèmes, et avec un sujet et une copie qui est anonyme. Donc la situation, si j'essaye d'extrapoler la situation, c'est pas juste, moi, mon prof de maths, il ne met jamais plus de 12, pour des raisons que je ne connais pas. Mais si à l'épreuve du mois de mars, vous avez 18,5 parce que vous êtes un très bon élève, eh bien votre 18,5 il sera dans votre dossier Parcoursup. Vos prédécesseurs dans les années antérieures, ils avaient 18,5 au mois de juin. Et cette note n'était pas intégrée dans votre dossier. Donc c'est vraiment un élément pour l'objectivité. Et les formations du supérieur attendent ces éléments-là parce qu'elles pourront regarder entre votre note du contrôle continu et votre note de lycée, elles verront cette progression. Et sans doute que le niveau qu'elles apprécieront, c'est le 18,5 et pas le 12. Donc voilà le sens aussi de cet élément. Et quant à la question du lycée, enfin, moi je veux redire aussi, les enseignants, moi j'en connais pas un, au-delà du fait que ça soit une pratique interdite, j'en connais pas un qui se lève en se disant, bah, moi je veux prendre que les élèves d'ici, que les élèves du public et pas les élèves du privé, que les élèves, ce qu'ils veulent c'est avoir des étudiants qui vont réussir dans les formations. Je crois que c'est ça le message important parce que, vous voyez, autrement c'est un sujet sans fin. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a le nom de l'académie dans lequel je suis? Voilà, mais vous voyez, on ne va pas changer, enfin, on peut y passer sa vie à essayer de changer de situation. Et puis, je voudrais leur donner des chiffres parce qu'ils éclairent les réalités aussi. Sur le bac général, 97% des lycéens du bac général ont eu au moins une proposition. Et en moyenne, quand je dis au moins une proposition, c'est qu'ils en ont eu 5 ou 6. Ça, c'est la réalité des chiffres de Parcoursup 2022.
97%, qu'est-ce que ça veut dire dans une classe de 30? Je ne suis pas très bon en maths, mais je sais que ça fait moins de 1. Voilà, donc il faut aussi se remettre ces éléments en perspective. Soyez serein. Et je le dis aussi parce que moi, je ne veux pas me cacher. Hein, ce qui compte, ce sont les résultats scolaires. Mais c'est bien le travail qu'on fournit et pas les éléments qui sont en dehors. Ce qui peut compter, c'est votre motivation. C'est un élément en dehors, mais c'est un élément qui vous est propre. Ce qui peut compter, c'est est-ce que vous avez mené des activités particulières qui vont dans le sens de votre projet d'orientation? Valorisez-le. C'est un élément important. Mais voilà, je voudrais aussi rassurer sur cette question, qui est une question que je comprends, qui peut angoisser légitimement, mais sur lequel il ne faut pas non plus se dire que parce que j'ai placé ma fille dans tel lycée, qu'elle n'est pas la première, elle ne pourra pas aller dans tel établissement. Par contre, ça me permet aussi de rebondir sur la nécessité, j'y reviendrai un peu, la nécessité absolue de diversifier ses choix. Ne vous enfermez pas dans des choix, soit pour dire je fais qu'un vœu, il n'y a qu'une seule formation qui m'intéresse. Ça, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé le projet d'orientation. Ça n'arrive pas. Vous ne pouvez pas m'expliquer que sur 21 000 formations, il n'y en a qu'une seule qui vous intéresse. C'est que vous l'avez mal compris le sujet. La deuxième situation, c'est je suis un très très bon élève et moi, je ne veux aller que dans le lycée. Alors, vous voyez, Louis-le-Grand, Saint-Louis, Ginette, vous voyez. Encore une fois, je ne vous empêcherai jamais d'aller et de faire des vœux dans ces formations. Vous avez le droit d'avoir de l'ambition, c'est très bien. Par contre, prenez bien garde. Vous verrez sur Parcoursup, est-ce que cette formation est très demandée? Vous aurez cette information. Et prenez moins de risques en diversifiant vos vœux. Moi, chaque année, je rencontre des lycéens dans lesquels qui me disent « Ah oui, mais j'avais un très très bon dossier et je n'ai pas été pris dans la très bonne… » Ben oui, mais il y avait beaucoup de très très bons dossiers. Pour vous donner un chiffre, et encore une fois, ce n'est pas pour vous effrayer, parce qu'à la fin, je vous dis 97% des lycéens ont une proposition. Mais si je vous prenais le nombre d'élèves, combien il y a d'élèves en 2021 qui ont eu une mention très bien au baccalauréat, qui avaient fait l'enseignement de spécialité maths et physique-chimie, qui avaient pris l'option maths experte, et qui voulaient faire une classe préparatoire MPSI. Combien? 13 000. Il y a 48 places à Louis-le-Grand. Vous voyez bien que si les 13 000 font un vœu à Louis-le-Grand, il va y en avoir un paquet de déçus. Donc, il faut diversifier son approche. C'est important pour vous. Pas pour moi, mais pour vous. C'est important. Un dernier point avant de passer à la diapo suivante sur y a-t-il des priorités territoriales ou non? Pour les formations sélectives, il n'y a pas de priorité géographique. Elles ont un recrutement, ce qu'on appelle un peu national. Pour les licences, il y a une priorité géographique. Il y a une priorité donnée à ceux qui sont dans leur académie. Alors, cette notion d'académie, elle peut avoir des acceptations. Je vais essayer de donner 3 situations pour vous éclairer. Il y a parfois des territoires dans lesquels c'est plus large qu'une académie, par exemple l'Île-de-France, dans lequel, que vous soyez habitant de l'Académie de Créteil, de l'Académie de Versailles ou de l'Académie de Paris, vous êtes prioritaire dans toutes les universités de la région Île-de-France. Et puis, il y a des situations particulières, territoriales. C'est le cas, par exemple, à Lyon. Alors, il y a peut-être parmi vous des qui sont rhône-alpins. À Lyon, bah, par exemple, dans le Nord-Isère, moi je viens de Grenoble, c'est pour ça que je connais un peu cette situation. Dans le Nord-Isère, quand on habite à Bourgoin-Jallieu, par exemple, bah, en fait, on vit à Lyon. Parce que c'est plus proche pour y aller. Eh bien, vous êtes prioritaire, quand vous habitez Bourgoin-Jallieu, vous êtes prioritaire pour aller étudier à Lyon. Je crois que c'est un point important. On tient compte de la géographie, on tient compte des situations particulières. C'est le cas pareil de, vous savez, les communes du Gard qui sont juste en face d'Avignon. Elles vont être prioritaires à Avignon et pas simplement à Montpellier, parce que qui serait de leur académie, ou à Nîmes qui est de leur académie. Donc voilà, on essaye de tenir compte de ces situations très particulières. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors à ce sujet-là, on a une question qui nous a été posée, c'est les jeunes bacheliers de Seine-Saint-Denis peuvent-ils intégrer sans embûche en fait les facultés parisiennes? Excellente question. Alors, je vous dirais que jusqu'en 2019, il pouvait y avoir des embûches. Qu'est-ce que je mets derrière le mot embûche? C'était le fait que la priorité académique que j'ai évoquée juste avant, eh bien, elle s'appliquait en Île-de-France en disant il fallait habiter Paris pour être prioritaire dans les universités parisiennes. Depuis 2019, donc ça veut dire que ça vous concerne, il n'y a pas, la priorité, elle est régionale. Ce qui veut dire que les lycéens, un très bon lycéen, ou un bon lycéen de l'Académie de Créteil ou de l'Académie de Versailles est à la même niveau de priorité qu'un lycéen de Paris pour intégrer des facultés parisiennes.
Donc, il n'y a pas d'embûche. Le périphérique, ce n'est pas une frontière pour l'accès à l'enseignement supérieur. Vous voyez, c'est la phrase du soir à retenir. Le deuxième élément, et y compris des fois, on me le reproche, c'est qu'il y a des universités qui sont en dehors de la couronne parisienne et qui me disent « Ah oui, mais maintenant, les très bons, ils vont tous à Paris. » Le choix que nous avons fait, c'est aussi le choix de la liberté aux lycéens. C'est lui qui décide de son avenir. Après, il ne faut pas se le cacher, il y a peut-être des universités parisiennes. Je vais prendre un exemple, peut-être un peu caricatural, mais si vous voulez aller à l'université Paris 2 Assas en droit, c'est très, très demandé que vous habitiez à Créteil, que vous soyez de Paris. Et encore une fois, on fait du très bon droit à Cergy-Pontoise, on fait du très bon droit à Versailles-Saint-Quentin. Ne soyez pas non plus, comment dire, vos enfants, essayez de les raisonner quand leurs yeux ne brillent que pour des formations dont ils ont une réputation d'excellence. À la fin, ils auront le même diplôme, le diplôme de licence. C'est ça qui est important aussi dans notre pays. Moi, je n'ai pas fait d'études à Paris. Il y en a plein d'autres, des millions qui ne font pas d'études à Paris. Ça ne les empêche pas de réussir un très bon parcours professionnel, je vous garantis. Dernière diapo, un peu de synthèse, mais je m'y appesantis pas, c'est juste pour vous le montrer. Début de la phase des propositions à partir du 1er juin. Et on ira jusqu'à la fin de la phase principale, le 13 juillet, avec un objectif, c'est que l'essentiel des candidats ait donc leur place avant le départ en vacances, on va dire qu'on va mettre au 14 juillet. C'est ça l'objectif. Et à partir du 15 juin, on aura ce qu'on appelle la phase complémentaire qui permet de reformuler des vœux, mais ça, on en parlera abondamment lorsqu'on en sera là et qu'on se retrouvera au mois de mai. Dernière page, peut-être sous forme de quelques 5 conseils pour aborder sereinement la procédure, puis après je répondrai à d'autres questions que vous pourriez avoir. 1. Prendre connaissance du calendrier, des modalités de fonctionnement de la plateforme, des vidéos tutos pour vous familiariser. On les fait pour vous. C'est vous qui décidez de les regarder ou pas, mais ça vous donne quelques bons réflexes et je pense que ça permet d'être plus serein. Ne pas attendre la dernière minute pour préparer le projet d'orientation. Chaque année, j'ai beaucoup de lycéens qui font ça au dernier moment. Alors voilà, c'est eux qui se mettent du stress. C'est pas Parcoursup qui les met en stress. Là, c'est eux qui mettent du stress parce qu'ils font ça au dernier moment. Mais prenez le temps d'explorer le moteur de recherche des formations, de consulter les fiches. Prenez le temps aussi d'échanger dans le lycée. Par exemple, un bon réflexe qu'on peut avoir, c'est dans chaque lycée de France, seront organisées au mois de janvier des rencontres parents enseignants autour du sujet Parcoursup. Eh bien, profitez du temps des vacances pour regarder ce qu'il y a, pour vous préparer peut-être des questions à poser. Et des questions, vous en aurez encore, et c'est pour ça qu'on se retrouvera encore 2 fois de suite durant le premier été. Donc, profitez à magasiner des questions. Moi, je suis là pour vous répondre, mais aussi d'autres acteurs. Il y a dans le lycée, il y a les salons d'orientation, il y a le live Parcoursup, les journées portes ouvertes. Voilà, tous ces moments d'échange avec des professionnels sont bons pour se renseigner. Il n'y a rien de pire que de rester avec son appréciation et puis de se dire j'ai eu une formation super, ça s'est super bien passé Parcoursup et au bout de 2 jours de s'apercevoir qu'en fait, ce n'est pas du tout la formation auquel on s'attendait. Ça, c'est un échec pour vous, pour moi aussi. Préparez les éléments sur le dossier à compter du 18 janvier pour... Et je le dis pour les parents, veillez à renseigner vos coordonnées de représentants légaux dans le dossier de votre enfant. Vous pourrez avoir la garantie d'un suivi de son activité sur Parcoursup tout au long de la procédure. Et puis, le dernier, et ce qui compte le plus pour moi, faites les vœux dans les formations qui vous intéressent. Ne vous dites pas qu'il y a une stratégie de prendre ce vœu-là ou machin, que de prendre ce vœu-là interdit de faire un autre vœu. Les vœux sont indépendants, chaque formation ne connaît que le vœu que vous faites pour elle. Pensez à diversifier vos vœux en consultant toutes les informations sur Parcoursup. Et puis, le plus important, évitez vraiment de ne formuler qu'un seul vœu. C'est une prise de risque majeure. Donc voilà. Ayez cette relation. Tout ce que je vous ai dit, je sais que ça fait beaucoup d'informations en même temps. On y reviendra paisiblement et tranquillement. Voilà. Moi, je peux vous dire, Parcoursup, c'est 4,5 millions d'usagers qui sont déjà passés. Si c'était si compliqué que ça, croyez-moi, je serais déjà plus en face de vous. On m'aurait remplacé ou on m'aurait retrouvé en place publique. Voilà, c'est pas le cas. Moi, on est là et toutes les équipes de Parcoursup sont là pour vous accompagner. Dernière vidéo pour vous dire que c'est pas que moi et pas que ce soir. Il y a un numéro vert sur Parcoursup. Il est ouvert à partir du 18 janvier, le 0800 400 070. Il y a vraiment des gens super qui chaque année donnent beaucoup de temps pour répondre aux questions. Accessible depuis, il y a des numéros spécifiques pour l'outre-mer, accessible le numéro vert depuis l'étranger aussi.
je le signale. Il y a une messagerie contact dans le dossier Parcoursup. On peut à tout moment poser une question directement depuis le dossier. Vous avez des réponses des spécialistes de Parcoursup. Nous traitons chaque année entre 200 000 et 300 000 interactions à travers la messagerie contact. Il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. Vous recevrez toute l'information sur Parcoursup. Et y compris, on répond à des cris de détresse. On répond à des angoisses. Et puis, je vous le redis parce que je vois Mme Romuald qui revient, évidemment, et je le fais avec l'appel, je le fais avec les autres fédérations de parents d'élèves, parce que moi, je les aime tous. Quand il y a des situations très particulières, etc., il y a aussi des fois, nous avons des relations entre nous pour, voilà, et regardez, il n'y a pas un dossier, il y a une situation particulière. Et puis, je le dis aussi parce que ça, c'est important. La plateforme Parcoursup, elle n'est pas là pour éliminer. On est toujours bienveillant. Il y a un droit à l'erreur. Moi, si vous saviez le nombre de lycéens qui, chaque année, nous font des messages. Oh, à 17h, ils étaient persuadés d'avoir fait ce choix. Et puis, à 17h05, patatras, c'est un autre choix. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ont trop hésité. Voilà. Sur Parcoursup, on prend en compte ces situations-là. Chaque année, on les traite. Donc, voilà, notre mandat, c'est d'être à votre service. Notre mandat, c'est de vous accompagner pour cette phase-là. C'est peut-être pas la plus agréable, mais voilà, c'est un passage. Et notre mandat, c'est surtout de faire en sorte que votre enfant, sa cible à lui, ça soit la réussite dans ses études supérieures pour ensuite s'insérer professionnellement et dans la société. C'est ça notre objectif. Parcoursup, c'est qu'un petit moment. Voilà. Donc, autant le prendre avec entrain. Pour se dire qu'ensuite on devient un étudiant et qu'on sera ensuite un adulte épanoui dans sa formation et dans sa vie professionnelle. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Théard. Alors, c'est vrai qu'on arrive au terme presque de ce webinaire, mais il y a néanmoins une question sur les étudiants ultramarins. Voilà, c'est vrai que on a quand même des candidats qui ont des propositions, mais qui n'ont pas forcément accès à ce qu'ils voudraient parce qu'ils sont effectivement dans les départements ou territoires d'outre-mer. Et donc, voilà, comment cela se passe-t-il pour eux? En fait, ça se passe comme un lycéen de Carcassonne ou de Strasbourg ou de Brest. C'est-à-dire qu'ils peuvent formuler des vœux dans toutes les formations, y compris les formations de métropole. Enfin, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune limite. Je ne fais aucune différence entre un lycéen français passant un bac français, quel que soit l'endroit où il passe le baccalauréat. Aucune. Il peut même y avoir des situations dans lesquelles il peut y avoir une forme d'avantage, en quelque sorte. C'est, imaginons, alors soit l'île, soit le territoire dans lequel je suis, pour les différentes situations, il y a une formation qui n'existe pas. Eh bien, je deviens prioritaire dans l'académie. Vous savez, j'ai parlé des priorités académiques. Eh bien, je vais donner un exemple. Par exemple, vous êtes en Polynésie française et il y a une formation qui n'est pas présente à l'université de Papeete. Eh bien, à ce moment-là, vous devenez prioritaire dans l'université de métropole dans laquelle vous allez formuler un vœu. Quelle que soit l'université dans laquelle vous allez formuler un vœu, c'est le principe de si je n'ai pas la formation universitaire dans mon territoire, je deviens prioritaire dans un autre territoire où je fais mon vœu. Donc vraiment, je le dis, rassurez-vous, il n'y a pas de distinction selon que vous êtes ultramarin ou métropolitain. Merci, Monsieur Théard. Alors, bien sûr, il y a encore des questions, mais vous imaginez que nous n'allons pas vous garder toute la soirée. Et nous allons repasser justement la parole à Catherine Romuald. Et puis, nous aurons le plaisir de vous retrouver, vous l'avez dit, lors des prochains webinaires, ce qui laisse la possibilité, comme vous l'avez dit, à tout le monde de pouvoir réfléchir encore et conserver ces questions que nous vous poserons la prochaine fois. Merci, Monsieur Théard. À toi, Catherine. Merci Hélène, merci aussi Monsieur Théard. Encore une fois, une nouvelle fois, un webinaire très riche, beaucoup de questions qui reviennent ou qui sont nouvelles. Dans votre présentation, Monsieur Théard, on retiendra en ouverture de ce webinaire le rappel des engagements de Parcoursup, ça c'est important de le dire, l'amélioration de la connaissance des critères qui doivent permettre donc aux candidats effectivement de mieux choisir, l'importance aujourd'hui de moteurs de recherche sur les formations qui sont
disponibles. Et s'il y a des parents ce soir qui sont connectés, dont les jeunes sont en seconde première, vous pouvez déjà aller découvrir tranquillement ces formations. Elles sont là, vous pouvez les consulter. Je retiens aussi les lives qui ont été mis en place. Ça aussi, c'est très important puisque ça permet en complément des webinaires à tous ceux qui sont connectés de revenir, de revisionner et notamment beaucoup de questions sur les vœux et les sous-vœux. Je rappelle que voilà, sur le site parcoursup.fr, vous avez aussi des petites vidéos qui vous expliquent de nouveau aussi bien que vient de le faire M. Théard, ces choix, comment les opérer. Donc, je rappelle à tous les participants qu'il n'y aura pas de foire aux questions, tout simplement parce que sur le site parcoursup.fr, il y a une foire aux questions qui est très, très documentée, très outillée. M. Théard l'a rappelé, vous avez une boîte mail à disposition, vous avez un numéro vert, donc beaucoup d'informations qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur les sites pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Je rappelle que ces informations sont régulièrement actualisées. Donc, en général, vous ne devriez pas avoir de soucis. Et puis, bien sûr, M. Théard l'a dit, il n'est pas tout seul. Il a une équipe autour de lui qui est à votre disposition, donc en ligne, pour vous accompagner. Je remercie donc les élus qui étaient connectés ce soir, à commencer par M. Demarquet, Gilles. Merci, Gilles, de ta présence. Merci à Hélène, Laure et Christian. Et je salue aussi toujours le professionnalisme des salariés du service information conseil aux familles qui nous aident donc à monter ces webinaires à destination de l'ensemble des familles de l'enseignement catholique. Donc, merci Isabelle, Chloé, Stéphanie, Zora et Anne. Ce soir, c'est donc une première pour l'année 2022, mais vous l'avez compris, hein, nous ouvrons donc une trilogie. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour la deuxième phase. Ce sera le 2 février, toujours en présence de M. Théard qui viendra donc nous faire un nouveau point. Et bien sûr, ce sera donc le deuxième volet. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter à tous beaucoup de courage. Je pense que tout se passera très, très bien. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, profitez aussi d'un temps de repos, mais comme le disaient tous ceux qui sont intervenus avant moi, de discuter de façon dépassionnée autour de Parcoursup. Bonne fête de fin d'année et à très bientôt à tous. Grand merci à tous.